Allez, je voudrais qu'on parle, s'il vous plaît, un instant, qu'on revienne sur la situation à Grenoble. Je l'évoquais tout à l'heure. Pourquoi on a choisi de reparler de Grenoble, qui est régulièrement dans l'actualité, juste depuis le mois d'août, je ne sais pas combien de fois nous avons parlé de Grenoble. Donc là, ce matin, eh bien, il y a un jeune armé d'une arme de guerre qui tire en l'air dans le marché, près du marché, qui est évidemment bondé. C'est dimanche matin, il est 10h. Cette semaine, il y a 2 jours, un fourgon blindé qui attaquait en plein centre-ville. Évidemment, la mort de cet agent municipal au début du mois de septembre. Et je ne vais citer que ces 3 faits. J'avais tout à l'heure le procureur de Grenoble qui était avec nous et qui nous explique évidemment que la ville de Grenoble est gangrénée par le trafic de drogue. Mais savez-vous combien rapporte ce trafic de drogue? Les chiffres sont vertigineux. C'est pas une vengeance contre la police ou la justice. Je pense plutôt que c'est l'œuvre des concurrents qui voient que ceux qui tiennent le point de deal sont déstabilisés et qui se disent qu'ils prendraient bien leur place parce que c'est très, très rémunérateur. Un point de deal à Grenoble, quand ça marche vraiment bien, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Ça fait pas loin de 11 millions d'euros par an. Donc c'est des sommes qui sont astronomiques et qui évidemment donc attisent point de 100 000. On est en train on réagissait, chers auditeurs d'Europe 1, aux chiffres qui ont été donnés par le procureur de la République de Grenoble. Éric Vaillant, vous nous dites ça, oui, à Marseille c'est 100 000, mais enfin 30 ou 35 000 euros par jour. Non, mais bien sûr que c'est très impressionnant, mais c'est vrai qu'en comparaison de ce qui se passe déjà à Marseille, Grenoble passerait pour un petit lieu du trafic de drogue. Mais déjà, ils sont sur la bonne voie. Ça fait des années quand même que Grenoble est déjà au centre de l'actualité. On sait que historiquement, ça a toujours été une plaque tournante de la drogue. Mais on a franchi ces dernières années des caps supplémentaires. On ne voyait pas des fourgons pris d'assaut en plein jour. On ne voyait pas sur les marchés des fusillades. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui date de ces dernières années, avec une particularité propre à Grenoble. C'est-à-dire que les cités et les hauts lieux du trafic de drogue à Grenoble sont au cœur de la ville, sont à 5 minutes du centre-ville, à 5 minutes de la mairie. Ça rend extrêmement anxiogène le fait d'habiter dans un certain nombre de ces quartiers grenoblois. Ouais. En écoutant tout ça, j'ai une pensée pour Éric Piolle, le maire de Grenoble. Mais il est peut-être un peu responsable, non ? Il a sa part de responsabilité. Il a quand même sa part de responsabilité sur le trafic de drogue. Et surtout, il a sa part de responsabilité à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il a arrêté le programme de vidéosurveillance qui était mis en place par son prédécesseur, Michel Destos, socialiste. Il a arrêté ce programme. Il a parlé il n'a pas entretenu son parc de caméras de vidéosurveillance. Il a dit qu'il allait les revendre. Et il a expliqué longtemps que les problèmes de sécurité n'étaient pas des problèmes importants à Grenoble. Et que parler de sécurité, c'était de droite, voire d'extrême droite. J'aimerais qu'il soit un peu moins discret en ce moment et qu'il explique quand même aux Grenoblois, et puis un peu au-delà, ce qu'il compte faire dans une ville qui, comme le disait Raphaël, est sur la voie de rejoindre Marseille dans les villes les plus criminelles de France. Et vous savez quoi, Philippe Guibert, la correspondante d'Europe 1, donc à Grenoble, l'envoyé spécial, a eu du mal à recueillir des témoignages parce que les gens ont peur de parler. Mais c'est la trouille. En plein centre-ville de Grenoble. Est-ce que vous vous rendez compte ? Les gens ont peur. C'est ce que vous disiez. Ça m'étonne pas parce que j'ai eu l'occasion ces dernières années de faire plusieurs reportages sur l'insécurité à Grenoble. C'était il y a 3-4 ans déjà. On parlait de Little Chicago. C'était les syndicats policiers qui eux-mêmes qualifiaient cette ville de la ville de Grenoble de cette manière. Donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui les personnes hésitent à témoigner, et si elles le font, la plupart du temps, elles le font à visage découvert, sous le couvert d'anonymat, parce que les questions de sécurité du quotidien sont telles que ils craignent pour leur vie, parce que ça passe. On a tendance à s'arrêter sur le trafic de drogue, sur ces gros trafics, mais la sécurité du quotidien à Grenoble a totalement aussi dérapé ces dernières années. C'est des arrachages de vol à la tire, c'est permanent. Et donc pour la population grenobloise, ils ont vécu un tournant ces dernières années, et on ne peut pas exonérer absolument le maire Éric Piolle de toute responsabilité dans cette montée de la violence. D'autant plus s'il risque de prendre une balle perdue en plein centre-ville ou dans des quartiers pas très éloignés du centre-ville. C'est plus qu'un sentiment
sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement le risque de se faire voler, c'est le risque de prendre une balle perdue. C'est le risque de prendre une balle perdue. Et je voudrais aussi qu'on parle du profil de ces jeunes, puisque je sais pas, on va peut-être écouter ce que disait le procureur de Grenoble à propos de ces jeunes, très jeunes. Aujourd'hui, c'est plus des jeunes, ce sont des très jeunes, ce sont des prépubères, 12 ans, 14 ans, qui prennent des armes de guerre. On l'a vu à Marseille. Exactement. Écoutez ce que disait le procureur de Grenoble à ce sujet. Des adolescents qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, qui n'ont aucun sens des responsabilités, bien évidemment, et qui font ça comme un jeu, et quand on les arrête, qui disent « mais je ne voulais tuer personne », bien évidemment. Sauf que le risque qu'ils tuent quelqu'un est réel, et la preuve, il y a eu un mort il y a quelques semaines maintenant, donc à Grenoble, un consommateur qui venait acheter sa drogue sur un point de deal et qui a pris une balle perdue. Voilà, vous parlez des balles perdues. Oui, c'est évidemment. Mais c'est quand même incroyable. Et je voudrais juste qu'on dise un mot de ces jeunes, parce que moi je suis sidérée. Tout à l'heure, on avait Georges Fenech, ancien juge d'instruction, qui s'occupait des mineurs dans sa carrière, notamment à Lyon. Il disait, mais jamais, j'ai vu ça. Mais jamais je n'ai vu ça. C'est qui ces gamins qui n'ont pas de repères, évidemment. C'est des gamins qui sont en échec scolaire. Oui, bien sûr, mais qui sont en total échec scolaire, qui n'ont pas d'encadrement familial et qui trouvent dans le trafic de drogue un moyen de faire de l'argent facile au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Ça a toujours existé. Là, on a passé un cran supérieur, des enfants qui étaient paumés, qui n'avaient pas une famille structurée, qui n'allaient pas à l'école. Ça a toujours, existé. Mais la drogue a toujours suscité ça. Naples, il y a 10-15 ans, était exactement dans la même situation. C'était raconté dans un bouquin célèbre. Exactement, Gomorrah, qui expliquait que c'était des gamins de 13-15 ans qui s'entretuaient. On est en train de connaître ça en France. Et donc, si on n'a pas une politique spécifique anti-mafia de la drogue, on va pas y arriver parce que ça continuera, parce que comme le disait votre procureur, monsieur le procureur, il y a tellement d'argent en jeu qu'ils ne vont pas s'arrêter. Raphaël Steinville, sur le profil de ces jeunes. Non, mais c'est vrai que je pense que ça souligne le basculement, pas seulement de Grenoble ou de Marseille, mais de la France, peut-être dans son ensemble, dans quelque chose qui est de l'ordre du narco-État. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des villes aujourd'hui qui sont menacées, mais ce sont des structures qui aujourd'hui sont aussi puissantes quasiment que l'État français, avec des moyens quasi illimités qui font vivre des familles. Et à qui on ne dit rien. Non, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, on est totalement impuissant. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, mais l'appel des magistrats lorsqu'ils étaient auditionnés par la commission d'enquête sénatoriale, des magistrats marseillais qui expliquaient que cette guerre, on était en train de la perdre, que la puissance financière de ces narcotrafiquants était telle qu'aujourd'hui, ils avaient les moyens de soudoyer à la fois des gardiens de prison, et même si on en est encore au tout début en France. Mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouveauté. On est en train, année après année, de monter des échelons. Vers la corruption. Et là où il était exagéré de dire que la France est en train de ressembler à l'Amérique du Sud, au Mexique, c'est progressivement en train de s'installer. Ce sont les mêmes codes, les mêmes gangs, les mêmes habitudes de groupe qui font que ces gamins sont embrigadés très jeunes. Vu l'argent qui circule, il est bien évident que le risque de corruption d'agents publics ou privés gardiens des institutions augmente, voire des élus locaux. À un moment donné, ça va nous tomber dessus. Parce que les moyens sont tellement considérables, les moyens financiers de ces trafiquants sont tellement considérables que c'est presque inéluctable si on ne met pas des coups d'arrêt très très rapidement. Mais c'est quoi mettre des coups d'arrêt, Philippe Guibert? Est-ce qu'on Pour moi, c'est reprendre les moyens? A-t-on les moyens? Alors, on avait un débat très intéressant il y a une semaine sur les mots de monsieur Retailleau sur l'état de droit. Je pense que c'est un domaine, la lutte anti-drogue, où on pourrait faire évoluer l'état de droit. Et prendre modèle sur... Non, mais pour une raison très simple. Prendre modèle sur ce qui a été fait en Sicile, qui est un des rares succès. Pourtant d'un État, l'Italie, qui est moins puissant, a priori, que l'État en France, mais qui a mis en place une politique de repenti, de présomption de culpabilité, qui a mis des très gros moyens en place pour, il y a 30 ans, venir à bout de la violence de Cosa Nostra. Ils n'ont pas supprimé Cosa Nostra, mais Cosa Nostra est beaucoup moins violent aujourd'hui. Donc, et la Sicile est redevenue vivable. Donc, il y a un moment où il faudra qu'on en vienne à des choses comme ça, sans quoi il faudra envoyer l'armée à un moment. Et Philippe Guibert a évoqué la possibilité de créer
un parquet spécial. Exactement. C'était dans les projets d'ailleurs d'Éric Dupond-Moretti, ça avait été annoncé. Je pense qu'il est effectivement urgent de mettre le paquet sur cette question du narcotrafic. Et je m'étonne même que les partis politiques aujourd'hui soient très en retrait et n'aient pas fait de cette question de la drogue et des trafics et des moyens illimités qui sont alloués finalement à ces narcotrafiquants un sujet et une priorité pour nombre d'entre eux. Ça devrait être une cause nationale consensuelle. Oui, consensuelle, oui. Ah oui, parce que si on n'est pas d'accord pour lutter contre les trafics de drogue, c'est pas la peine, si j'ose dire. Les partis seraient-ils capables de se mettre... Eh ben, c'est pas évident, figurez-vous, parce que... Voilà, j'en étais sûr. Non, mais c'est pas évident, parce que nombre d'entre eux pensent que la solution, c'est de dépénaliser un certain nombre de drogues. Ils le disent de moins en moins fort, mais parce que ils le disent quand même, ils continuent à le soutenir. Plus grand monde y croit. Et quand on voit l'exemple des Pays-Bas, l'exemple belge, on aurait tort de penser que c'est la voie à privilégier. Aujourd'hui, la Belgique et les Pays-Bas sont des États qui sont quasiment des narco-États, avec des ministres qui sont menacés quotidiennement par les trafiquants. Bon, écoutez, on va pas souhaiter ça chez nous. Moi, j'allais voir la comète, je crois. 14h58. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, Philippe Guibert, journaliste politique, chroniqueur politique, d'avoir été avec nous. Il est 20h58, la météo, Anthony Kazmarek.